Je me suis inspiré de 3 ouvrages pour cette petite conférence que je vais vous présenter dans quelques instants. Un premier que vous devez connaître, qui a été écrit par Jean Giroux et Raymond et Maryse Michel, qui s'appelle Grande Guerre 1914-1918, les monuments aux morts dans le Vaucluse. Je me suis également appuyé sur l'ouvrage d'Annette Becker qui s'appelle Les monuments aux morts, mémoire de la Grande Guerre. Et enfin un petit ouvrage, mais qui était fort intéressant, que j'ai trouvé la semaine dernière en allant dans un voyage pédagogique avec une classe du lycée professionnel à Verdun, qui s'appelle De la mort à la mémoire, écrit par Yann Thomas. 11 novembre 1918, les cloches de Notre-Dame de Paris sonnent à la volée. C'est la liesse dans toutes les rues de la capitale. Au même moment, partout en France, dans chaque ville et village, c'est la même joie qui étreint chaque Français. Mais outre la joie, c'est plutôt le soulagement. Cette horrible guerre ne fera plus de victimes. En illustration, vous avez la signature de l'armistice dans le wagon en forêt de Rotonde. Chaque famille pleure son ou ses morts. Une photo qui va suivre, ça c'est donc place de l'Opéra, où vous avez cette grande liesse populaire où toute la population se retrouve pour fêter l'armistice. Dans la photo qui suit, vous voyez cette veuve devant la sépulture de son mari. Donc, comme je vous le disais, chaque famille pleure son ou ses morts. Tout le monde a eu autour de lui un père, un mari, un frère, un ami, un camarade de travail, un voisin, qui est mort durant cette grande guerre. Rappelons le chiffre, 1 383 000 Français sont décédés entre 1914 et 1918. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est 900 morts par jour durant les 1561 jours qu'a duré la guerre. Cela a été une hécatombe sans précédent, je l'ai déjà dit. Après le temps de la guerre vient celui des commémorations et des hommages rendus à ces valeureux défenseurs de la patrie. Mon propos présentera, dans une première partie, la gestion de la mort et le travail de deuil fait par ces familles. Donc là, je reviendrai un petit peu durant la période de la guerre, ce n'est pas que l'après-guerre. Et dans une seconde partie, j'aborderai les différents hommages rendus aux défunts, notamment par la mise en place de rites que je vous présenterai, et surtout par l'érection des monuments aux morts. Alors je présenterai parfois des exemples locaux et puis parfois des exemples nationaux qui reflèteront davantage un petit peu les thématiques que j'ai voulu mettre en avant. Je crois qu'il y a une 4e photo qui présente là des tombes de soldats à la fin de la guerre, l'année 1918. La gestion de la mort et le travail de deuil, ce sera donc la première partie que je vais un petit peu expliciter. Alors on a souvent l'image d'Épinal, du maire accompagné du curé ou du garde champêtre ou d'un gendarme venant annoncer la mort du soldat. Alors il faut un petit peu replacer ça dans son contexte. Le maire vient officialiser une nouvelle qui est déjà connue par les familles. Parce qu'en fait, souvent, un ami du soldat a écrit pour annoncer la triste nouvelle. Le processus de l'annonce du décès est le suivant. D'abord, les familles restent sans nouvelles du soldat et les lettres qu'elles ont envoyées reviennent avec la mention « le destinataire n'a pu être atteint ». Dans ce cas, il y a 3 possibilités. Soit le soldat est prisonnier, soit il est blessé, soit il est mort. Alors le vaguemestre régimentaire qui se trouve aux abords du front, parfois ajoute sur l'enveloppe « tué ou décédé ». Alors là, l'enveloppe ne revient pas tout de suite à la famille, elle repart au régiment, donc à l'arrière, où le vaguemestre du régiment met un petit cache au goudron pour cacher malheureusement ces tristes mots « tué ou décédé », et ensuite la lettre arrive à la famille. Mais alors là, souvent, l'information est déjà arrivée, elle ne fait que confirmer la nouvelle qui a été annoncée dans une lettre qu'un camarade a envoyée. C'est alors un deuil sans corps, puisqu'il n'est pas possible de rapatrier le cercueil qui reste sur le champ de bataille. Les veuves revêtissent leur habit noir, les parents font agrandir le portrait de leur fils et ils l'accrochent dans la pièce principale de leur maison. Les croyants trouvent un réconfort dans la religion en faisant dire des messes à la mémoire de celui qu'ils ne reverront pas. Et je crois que la photo qui suit montre
une petite annonce dans le Mercure ardésien, justement d'une messe de prise de deuil pour le repos de l'âme de Jean Mariague. Ainsi naît partout en France une communauté de deuil faisant peser sur les vivants le poids des morts. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le chiffre des décès était de 1 383 000. Alors, ce chiffre nous est connu grâce à un rapport qui a été demandé par Louis Marin, qui était un député de Nancy, dans les années 1920, connu sous le rapport Marin. Il fait prendre conscience à l'opinion publique à l'époque de l'hécatombe et de l'ampleur du sacrifice consenti. Alors, je vais vous donner les chiffres, parce que peut-être vous ne les connaissez pas, mais durant les 5 premiers mois de la guerre, en 1914, il y a eu 301 000 morts. En 1915, 349 000, le chiffre est encore plus important, mais il est sur 12 mois. En 1916, ce chiffre baisse, il est de 252 000. Il baisse encore en 1917, alors qu'on pourrait croire qu'il augmente avec l'hécatombe du chemin des dames. En 1917, on recense 164 000 morts. Et en 1918, c'est encore une année meurtrière, puisqu'il y a 235 000 victimes. Donc un total de 1 383 000 morts. Vous voyez que c'est une hécatombe pour notre pays. Il faut se relever et il faut surtout gérer ces familles qui sont bien attristées d'avoir un parent qui est resté sur le champ de bataille. Après l'annonce du décès, c'est la gestion du corps. Comme vous le savez, dès sa mobilisation, un soldat est muni d'une plaque d'identité. C'est la circulaire du 2 septembre 1881 qui le demande. Je crois que nous avons un document qui montre voilà, une plaque qui a été retrouvée d'un soldat mort pour la France sur le champ de bataille. Il la porte soit au cou, soit au poignet. Et une seconde plaque lui est attribuée en 1915. Au début, elle est en aluminium, mais ensuite, elle est dans un alliage qui est beaucoup plus résistant, un alliage de maille shore, qui est, je crois, du zinc et du cuivre. Le soldat porte également un livret militaire indiquant toutes les informations liées à sa vie militaire, ses états de service surtout, et certains soldats, afin de permettre leur identification en cas de décès, gravent leur nom sur certains effets personnels, tels que les casques, leurs casques ou leurs gamelles. Gérer les cadavres est autant une préoccupation administrative qu'une préoccupation morale et psychologique. Dans le domaine de la mort, la société française du début du XXe siècle se traduit par la sépulture individuelle et beaucoup de familles avaient été scandalisées, elles avaient eu la possibilité d'aller se recueillir sur la tombe de leurs proches morts dans les premiers jours de l'offensive de la Marne. En août 1914, elles avaient été scandalisées de voir que leur fils ou leur mari avait été inhumé dans une sépulture collective. Alors comment commencer le travail de deuil dans cette situation? L'autorité militaire trouve une solution en instaurant rapidement la sépulture individuelle. Puis plus tard, le 29 décembre 1915, en promulguant une loi chargeant l'État de l'entretien à perpétuité des sépultures des soldats morts pour la France. La gestion administrative des cadavres permettait de connaître l'état des effectifs, mais aussi pour les proches de recevoir l'allocation, parce que vous savez que les soldats étaient partis, il fallait trouver des revenus, et l'allocation de secours immédiat, comme l'on disait, variait de 150 francs pour un homme de troupe à 200 francs pour un sous-officier. Par la suite, les proches devaient adresser une demande de pension au sous-intendant militaire du chef-lieu du département. La pension versée était fonction du grade du soldat décédé. Cela pouvait varier, pour exemple, de 563 francs pour un soldat de 2e classe à 975 francs pour un adjudant. Vous voyez que, malheureusement, la mort a un prix selon qu'on était simple soldat ou qu'on était plus gradé. Mais avant d'en arriver à ce versement de subsides, il convenait d'identifier le cadavre. Et ce sont des unités dites d'assainissement des champs de bataille qui sont chargées de cette triste tâche. Elles sont souvent composées de régiments d'infanterie territoriale, donc souvent des soldats d'un certain âge qui n'étaient pas directement mis sur le front. Lorsque le corps est retrouvé, lorsque la présomption de décès est avérée, l'officier de détail, donc c'était l'officier de détail qui était également officier d'état civil, il dressait un acte de décès sur le témoignage de 2 personnes ayant vu le corps ou ayant assisté au décès du soldat sur le champ de bataille.
Ce document était ensuite transmis au service des pensions du ministère de la Guerre, qui vérifiait les renseignements et légalisait les signatures. L'acte de décès était ensuite envoyé à la commune de résidence, qui retranscrivait sur ses registres le décès du soldat. Les effets personnels du défunt étaient envoyés par l'intermédiaire du dépôt régimentaire à la famille. Et là, je vais vous présenter quelques reliques qui m'ont été présentées par certaines familles de leur oncle ou grand-père. Voici ce qui avait été envoyé donc, à une famille. C'était des porte-monnaies, puis la bague à tabac et la pipe du soldat. Je crois qu'on a une autre photo qui suit, qui est assez pathétique, puisqu'on voit cette petite fille qui a écrit l'éclat d'obus qui a été enlevé dans le cœur de mon pauvre papa, tué le 24 mars 1915 à la Grande Guerre, avec l'éclat d'obus qui avait été retrouvé sur le corps de son père. C'est un deuil sans corps. Certains corps ont été inhumés dans des cimetières communaux, dans des nécropoles provisoires ou bien dans des tombes individuelles sur le champ de bataille. Les autorités militaires refusent, durant le conflit, le transport des corps. Au moment du décès, rares sont les familles qui peuvent se rendre sur le lieu d'inhumation. Les autorités ont parfois précisé la localisation de la sépulture. Parfois, un camarade a griffonné un croquis qui permet sommairement de localiser la tombe. Certains donc, certains ont pu être inhumés. Certains corps ont été pulvérisés par un obus ou une mine. Le document qui suit vous montre le secteur de Vauquois. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a des cratères de 30 mètres de profondeur. Donc les Français ou les Allemands creusaient des galeries sous les tranchées et faisaient exploser des mines qui, bien évidemment, détruisaient la tranchée et les malheureux soldats qui y étaient. En période d'attaque incessante, les corps n'ont pas pu être inhumés et sont souvent restés sur le champ de bataille. Certains cimetières ont aussi été bombardés et les corps ont été dispersés aux alentours. On dit donc que le soldat est déclaré disparu. Alors c'est totalement différente, la chose est totalement différente de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque quand un soldat est décédé, la veuve peut recevoir une pension. Quand il est disparu, la chose est tout autre, puisqu'il faut attendre 3 ans pour qu'un tribunal civil acte le décès. Et on retrouve donc dans les années 1921-1922 sur les registres d'état civil de nos communes ces jugements déclaratifs de décès. Donc vous imaginez qu'après la guerre, quand on ne sait pas où se trouve le corps du soldat, l'angoisse est grande, on garde parfois espoir, et beaucoup, on assiste dans les années 1920 à un engouement pour le spiritisme. Beaucoup de familles veulent savoir ce qu'est devenu leur fils, leur frère, et surtout dans les grandes villes, et on voit beaucoup de charlatans justement qui jouent un petit peu avec ça et qui font croire parfois des choses pas totalement vraies aux familles. Donc dans les années 1920 se crée ce qu'on appelle les nécropoles nationales. Voilà une tombe des années 1914-1915 au début du conflit. Souvent les personnes qui inhumaient les corps plantaient des bouteilles contenant les documents qui permettaient l'identification ultérieure du soldat. Ça, c'est donc une tombe caractéristique de la guerre de mouvement au début de la guerre. Ce sont des sépultures assez isolées. Et ensuite, on peut constater, lors de la guerre de position, des cimetières beaucoup plus grands. Bon, ça, c'est une vue actuelle, mais souvent, ce sont des cimetières régimentaires. Ce sont plusieurs dizaines de soldats du même régiment qui sont inhumés ensemble dans un secteur donné. L'État veut regrouper toutes les sépultures dans de grandes nécropoles nationales. La loi de finances du 31 juillet 1920 instaure les cimetières militaires comme propriété nationale. L'État a donc la charge de la gestion et de l'entretien de toutes les nécropoles militaires françaises. A l'inverse, beaucoup de familles souhaitent reprendre les corps de leurs proches au plus vite pour les inhumer dans leur pays natal. Les familles se lancent donc dans des recherches pour retrouver la tombe de leurs parents à partir d'un témoignage de camarades, à partir d'une carte comme on l'a vu tout à l'heure. Et je sais, certains d'entre vous ont dû lire l'ouvrage couronné par le Goncourt, Au revoir là-haut, et on assiste exactement à ce qui est mentionné. Souvent, le mercantilisme de la mort voit le jour
on fait payer au prix fort aux familles l'exhumation clandestine. Comme je vous disais tout à l'heure, les autorités militaires n'acceptaient pas encore le retour des défunts. Donc on assiste à l'exhumation clandestine et au transport du corps dans un caveau familial de ces soldats dont on avait connaissance du lieu d'inhumation. Ce sont souvent des équipes d'exhumateurs soldats indochinois qui s'activent pour réinhumer les corps dans ces nécropoles nationales. Mais le travail des Indochinois ne suffit pas. L'État a recours à des entreprises privées qui signent des contrats pour l'exhumation des corps, la fabrication des cercueils et leur inhumation dans les nécropoles de rassemblement. Et comme dans ce livre Au revoir là-haut, certains scandales éclatent, puisqu'on constate que le travail n'est pas toujours fait comme il faudrait, notamment en 1926, dans le cimetière de Mareuil-le-Port, qui avait été désaffecté depuis 1922, on se rend compte qu'en fait le travail n'a pas été fait du tout, puisque les cercueils sont encore entiers dans les fosses. Pourtant, l'État avait mis des garde-fous pour empêcher ce type de dérive. Elle avait fait insérer des articles dans le journal officiel. Elle avait donné la possibilité aux familles d'être présents au moment des exhumations. Elle demandait qu'un procès-verbal soit rédigé, précisant un certain nombre de renseignements. Mais on constate que parfois, le travail n'est pas fait comme il aurait dû l'être, et les familles sont vraiment dans le désarroi le plus grand. La recherche des corps se poursuit intensément jusqu'en 1931, puis, suivant les crédits, jusqu'en 1935, date officielle de l'arrêt des recherches. Aujourd'hui, les nécropoles nationales sont toujours entretenues aux frais de l'État. Autrefois, les soldats étaient inhumés sous une croix de bois blanche. Elles ont été remplacées par une stèle en ciment armé ou dans un matériau composite qui est composé de ciment, de plastique et de poussière de marbre. Il y a 4 types de stèles dans nos nécropoles nationales. La croix latine pour les chrétiens, donc c'est celle-ci. Il y a la stèle ornée de l'étoile de David pour les juifs. Donc ça, c'est au cimetière américain de Romagne sous Montfaucon. Là, les stèles sont en marbre de Carrare. C'est vraiment d'un alignement extraordinaire et beaucoup de jardiniers s'activent tous les jours pour que ce cimetière reste parfaitement impeccable. Il y a également les stèles musulmanes orientées vers la Mecque, portant la mention en arabe « Ici repose ». Donc c'est ce que vous voyez au-dessus de la mention du nom du soldat. Et ensuite une stèle en arc de cercle pour les libres penseurs, mais celle-là, je n'ai pas réussi à trouver de photo la représentant. En France, il y existe 253 nécropoles nationales. Chaque stèle porte vissée en son centre les références du soldat, son nom, son prénom, son grade, son régiment, la mention mort pour la France et la date de son décès. Les soldats non identifiés sont soit inhumés en ossuaire, soit dans une sépulture individuelle portant la mention « Inconnu, mort pour la France ». Il existe environ 700 000 tombes individuelles dans notre pays. Alors une campagne de réfection a été organisée depuis quelques années et selon les crédits, certains cimetières sont un petit peu rénovés pour donner un aspect un petit peu plus digne de ce qu'ils sont parfois, à la différence des cimetières américains qui sont, eux, extrêmement bien tenus. Le cimetière de Romagne sous Montfaucon, dont on a vu une stèle tout à l'heure, il y a 26 jardiniers en permanence qui travaillent. Ils sont payés par le gouvernement américain. Il y a également une personne à demeure qu'on appelle un surintendant qui a une propriété qui domine le cimetière. Et le jour du D-Day, tous les ouvriers s'affairent pour installer des petits drapeaux français et des petits drapeaux américains. Alors ils sont plantés au millimètre près et il leur faut la journée complète pour mettre ces petits drapeaux sur les, je crois, 15 000 tombes de soldats américains. La plus grande nécropole française compte 40 000 tombes, c'est celle de Notre-Dame de Lorette, dont vous voyez la photographie, avec cette lanterne qui est à gauche, œuvre d'un Lillois qui s'appelait Louis-Marie Cordonnier. Elle est haute de 20 mètres
Et c'est un phare qui s'allume chaque soir jusqu'à minuit. Il éclaire la ligne de front et perpétue par son faisceau de lumière le souvenir des soldats morts pour la France. Il y a également la nécropole de Douaumont. Je crois que la photo qui suit la représente. Elle a été créée en 1923. Et devant la nécropole, devant l'ossuaire, 16 000 sépultures. Créée donc en 1923, inaugurée en 1929 par le président de la République, Gaston Doumergue, elle est sans conteste la nécropole la plus symbolique à plusieurs titres. La première, la présence d'un monument à la mémoire des soldats juifs. Je crois qu'il va suivre sur la photo que vous voyez. Donc ce monument a été créé dans l'entre-deux-guerres et il a eu la particularité d'être conservé durant la seconde parce que les Allemands étaient à Verdun, mais ils ne voulaient pas voir ce monument, mais ils n'ont, je ne sais pas exactement pourquoi, ils n'ont pas voulu le détruire. Donc ils ont fait une palissade en bois pour le cacher. Donc ils passaient tous les jours devant, mais ils ne le voyaient pas et cela les satisfaisait, ce qui nous a permis que ce monument continue à exister et de pouvoir le voir encore aujourd'hui. La présence d'un monument à la mémoire des soldats juifs, mais également la présence d'un monument à la mémoire des soldats musulmans. Il a été inauguré il y a quelques années par, je crois, le président Jacques Chirac. Devant se situent les stèles musulmanes orientées en direction de la Mecque. Et l'autre symbole de cette nécropole de Douaumont, c'est bien évidemment la photo qui va suivre, et cette poignée de main symbolique entre le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. C'était le 22 septembre 1984. Les deux chefs de l'État prenaient un engagement symbolique en prenant pour témoins les morts de la nécropole qui étaient devant eux. Et ce que l'on sait moins, c'est que la même cérémonie s'est déroulée dans un cimetière allemand, à côté de Douaumont. On doit la réalisation de l'ossuaire de Douaumont à l'évêque de Verdun, qui s'appelait Monseigneur Ginesti, et il s'était activé intensément après-guerre pour créer ce monument afin de rendre hommage à tous ces soldats qui étaient morts dans la région de Verdun. La première pierre avait été posée en 1920. En 1927, les ossements de la chapelle provisoire avaient été transférés et l'inauguration du monument a eu lieu en 1932. Ce sont 130 000 militaires français et allemands qui sont inhumés dans l'ossuaire. Et il y a également des ossements d'animaux, ce qui n'a pas choqué les soldats parce que tous avaient combattu pour la même chose. Il y avait notamment des chevaux qui œuvraient beaucoup dans l'armée, notamment pour tirer les canons. Parfois, à l'entrée du cimetière se trouve un registre qui mentionne la localisation de chacune des sépultures. Alors, l'image des cimetières français est toujours à peu près la même. C'est une atmosphère assez dépouillée, triste et parfois angoissante. Il y a très peu de végétaux, si ce n'est des rosiers Polyantha, qui ont la particularité d'être encore en fleurs en novembre. Donc je vous ai parlé des nécropoles nationales. Parlons maintenant du transfert des corps dans les cimetières communaux après la Première Guerre mondiale. La loi de finances du 31 juillet 1920 autorise enfin le rapatriement des corps. Alors, c'est aux frais de l'État que le corps est ramené dans sa ville natale. C'est conforme à l'article 225 du traité de Versailles qui indique que les gouvernements signataires doivent satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins. Ce sont 240 000 corps qui sont restitués aux familles. Chaque retour de corps est l'occasion d'un véritable élan populaire. La foule attend le cercueil à la gare et l'accompagne jusqu'au cimetière. Donc voilà une publicité pour un transport de soldats, de corps de soldats du champ de bataille jusque dans les cimetières communaux. Pour Apt, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de corps qui ont été rapatriés. Et il y avait des gares un petit peu centrales en France qui ensuite transportaient les corps à Orange, et de Orange, ils prenaient le chemin de fer jusqu'à la gare d'Apt, où ensuite ils étaient inhumés dans le cimetière. Et je vais donc aborder, dans cette seconde partie,
l'hommage plus particulier que la société a souhaité rendre dans les années 1920. Bien évidemment, on constate la création de nombreuses associations d'anciens combattants ou d'amicales régimentaires qui veulent honorer la mémoire de leurs frères d'armes, et elles ont beaucoup de poids pour imposer des décisions. Autre hommage, enfin, l'hommage essentiel que je vais aborder, c'est celui du soldat inconnu. En 1916 déjà, on voulait faire entrer au Panthéon le corps, alors j'ouvre les guillemets, d'un petit soldat glorieux et anonyme qui symboliserait tous les autres. En 1918, cette initiative est reprise et applaudie, mais le lieu fait débat. Certains veulent le Panthéon. Le journaliste Henri de Jouvenel dit « Ne l'enfermez pas au Panthéon. Portez-le au sommet de l'avenue triomphale, au milieu de ces 4 arches ouvertes sur le ciel. C'est lui, l'inconnu, l'anonyme, le simple soldat qui donne tout son sens à l'Arc de Triomphe. » Donc les choses vont très vite. Le 8 novembre 1920, les députés tranchent en ce sens. Ce sera l'Arc de Triomphe. André Maginot, qui est le ministre des Pensions, donne l'ordre de prélever dans chacun des 9 secteurs de l'ancien front militaire un corps anonyme dont rien ne peut indiquer l'identité. En réalité, il n'y aura pas 9 corps, mais simplement 8, puisqu'il y en a un qui n'arrivera pas le jour J, le 10 novembre 1920, où dans la citadelle basse de Verdun, des autorités sont réunies, 5 veuves, 5 mutilés, 5 soldats et 5 vétérans de la guerre de 1870. Je crois que la photo qui suit présente cette cérémonie-là, où un soldat a été choisi. C'est un jeune soldat, je crois, âgé de 19 ans, dont le père est mort pour la France quelques mois avant. Et il s'appelait Auguste Tin, et le ministre Maginot lui demande de choisir parmi ces 8 cercueils celui qui ira sous l'Arc de Triomphe. Donc il fait un premier tour, et puis il ne sait pas lequel choisir. Et il se dit, je vais additionner les chiffres du numéro de mon régiment, c'est le 132e. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Donc il refait un tour et il choisit le 6e cercueil. Et ce cercueil ira par voie ferrée jusqu'à Paris, où il sera exposé dans la salle des Palmes de l'Arc de Triomphe de novembre 1920 à janvier 1921, avant d'être inhumé sous l'arche. Je crois que la photo qui suit montre cette cérémonie. Ça a lieu le 28 janvier 1921. Et le ministre de la guerre, André Maginot, allume pour la première fois la flamme. Je crois que la photo qui suit montre cette flamme du souvenir. Le 11 novembre 1923, autre chose que je voudrais signaler, c'est que la sonnerie aux morts, la première fois, a retenti devant cette flamme du souvenir à l'Arc de Triomphe. C'était, je crois, en 1931. C'était le général Gouraud qui avait vu cela chez les Anglais et chez les Américains et qui a demandé au chef de la musique de la garde républicaine de réaliser une composition musicale qui puisse rendre solennellement hommage à tous les morts pour la France. Et peut-être le savez-vous, mais tous les soirs à 18h30, des associations patriotiques se relaient pour raviver cette flamme à l'Arc de Triomphe. Il symbolise à lui seul la commémoration de tous. Autre manifestation d'hommage aux soldats morts pour la France, c'est la remise de décorations posthumes aux soldats. Elles sont nombreuses, vous pouvez les retrouver sur le journal officiel encore aujourd'hui, puisqu'il est mis en ligne sur Internet. Et on assiste parfois à des cérémonies assez émouvantes où c'est le fils ou la fille des petits garçons d'une dizaine d'années qui reçoivent la croix de guerre ou la médaille militaire de leur papa. C'est la loi du 25 octobre 1919 qui met en place divers rites pour honorer la mémoire des soldats morts pour la France. Tout d'abord, le livre d'or. On demande à toutes les communes de rédiger un livre sur lequel seraient mentionnés les noms, prénoms, régiments, date et lieu de décès des soldats de la commune. Alors beaucoup d'échanges de courriers parce que des communes se bagarrent un petit peu pour avoir le nom d'un soldat.
Il était parfois né dans une commune, mais il habitait dans une autre. Alors, la commune de naissance veut le marquer, mais la commune de résidence veut le marquer aussi. Alors, il y a souvent des arbitrages. Et quand on dit que l'administration, elle est lente, pour ce projet-là, elle a été lente, puisque à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les livres d'or n'ont pas encore été rédigés en totalité. Ce projet restera à l'état de brouillon, et aujourd'hui encore, ces livres d'or sont déposés au Centre des archives contemporaines d'Avon, en Seine-et-Marne, et il y a tous ceux qui concernent le canton d'Apt, parce que le canton d'Apt avait bien travaillé, et les registres avaient été déposés en leur temps. Autre manifestation envers les soldats morts pour la France, c'est la mise en place de journées du souvenir. Le 1er et le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des soldats morts pour la France. Et peut-être le savez-vous, mais c'est à ce moment-là que se développe la culture du chrysanthème, qui était une fleur qui ornementait les jardins. Et à partir de 1919, c'est une plante dont les fleurs sont assez vivaces et qui fleurit au mois de novembre. Donc la culture du chrysanthème se développe énormément à cette période-là. Enfin, autre hommage aux soldats morts pour la France, c'est bien évidemment les monuments aux morts. Au lendemain de la guerre, chaque commune de France veut honorer ses morts à travers l'érection d'un monument. C'est aussi la loi du 25 octobre 1919 qui le demande. Alors il y a des forces politiques qui s'opposent un petit peu, notamment au sein des associations d'anciens combattants, qui sont regroupées dans des amicales. Nous avons dans le Vaucluse l'amicale vauclusienne, qui est plutôt à droite. Elle est forte de 22 000 membres. On compte aussi l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, elle plutôt de tendance socialiste, et puis également de nombreuses associations locales dans les différentes villes et villages. La question du monument aux morts est assez conflictuelle, puisque outre des tendances politiques différentes des associations patriotiques, il y a également des municipalités dont les aspirations sont différentes. On lit dans le journal La Croix, qui est plutôt catholique, La Croix dit « Il convient de conserver la dignité, la simplicité et la retenue dans l'aspect du monument, car, ouvrez les guillemets, les nudités gesticulantes dont on ne sait jamais vers qui elles tendent les bras n'honorent pas nos morts et offensent les vivants. » Les socialistes, quant à eux, sont farouchement hostiles à l'érection d'un monument aux morts. Ils y voient une exaltation du militarisme et un hommage aux profiteurs. Enfin, les radicaux, pour eux, leur opinion s'exprime dans le journal Le Quotidien du Midi, sous les paroles de Paul Bourrelli, qui est un ancien sous-secrétaire d'État. Il dit « Oui, il est bon que chaque commune ait son monument commémoratif qui soit bien à elle. » Alors bien évidemment, chacun dit parler pour les morts, pour la France, qui eux ne peuvent plus donner leur avis. Pour les uns, il ne faut pas que leur sacrifice ait été inutile. Pour les autres, il faut les célébrer en glorifiant leur mort. Mais tous les courants politiques sont unanimes sur le respect des victimes et la douleur des familles. Alors je vais vous expliquer quelle est la procédure pour l'érection d'un monument aux morts. Elle est assez compliquée. D'abord, il faut une décision communale, une délibération du conseil municipal qui autorise l'élévation du monument. Il faut également le vote d'une subvention sur le budget communal. Alors cela peut varier de 25 francs pour la Roque-sur-Perne dans le Vaucluse, jusqu'à 25 000 francs, c'est le chiffre le plus important qui est connu, c'est celui d'Apt. Ensuite est mis en place un comité, c'est souvent le conseil municipal qui le choisit. Il est souvent composé du maire, de l'instituteur, de notables, parfois du curé, de représentants d'anciens combattants, et puis des représentants des familles, mais souvent elles répondent qu'elles sont trop directement impliquées pour faire partie du comité. Alors on choisit plutôt un comité car il est totalement indépendant de la couleur politique, à la différence d'une municipalité qui, elle, ne joue qu'un rôle administratif. Alors aucune commune n'a refusé d'élever un monument, aucune communauté ne s'est opposée à l'édification, mais plutôt au combat idéologique s'est substitué sur le terrain un conflit sur le lieu d'implantation. Alors tout le monde dit qu'il faut qu'il soit visible.
Mais certains disent, beaucoup les familles voudraient qu'il soit au cimetière, car à l'époque, on honore les morts à l'endroit où ils ont vécu, et puis beaucoup de familles n'ont pas eu la chance d'avoir leurs parents qui aient pu être identifiés, et ils veulent donc que le monument aux morts soit élevé dans le cimetière pour pouvoir aller se recueillir. Et c'est justement, beaucoup de familles veulent se représenter leurs parents, et on assiste à la création, oui, de nombreuses plaques émaillées, vous avez dû en voir, qui représentent le soldat, souvent en tenue militaire, pour se rappeler les derniers moments de sa vie et ce qu'il a été. C'est également cette statue du poilu, souvent, que l'on retrouve sur les monuments aux morts, qui représente aussi l'image du soldat décédé. Ça, c'est le monument aux morts de Viens, peut-être le plus reconnu, qui est sur la place centrale du village. On assiste dans le Vaucluse à de grandes tensions entre les rouges et les blancs. Plusieurs incidents sont à signaler, notamment à l'Île-sur-la-Sorgue, à Cucuron, à Métamis. Et un compromis est souvent trouvé. Un groupe se rallie à la décision majoritaire de l'autre, ou soit le compromis, c'est de créer 2 monuments aux morts. Alors pour notre canton, c'est le cas dans 2 communes, Seignon et Saint-Saturnin-les-Aptes, qui ont 2 monuments, un dans le cimetière et un sur une place publique. Autre sujet de discorde, c'est quand il y a des hameaux dans les communes. Les habitants du hameau veulent aussi qu'une plaque ou un monument soit élevé à l'endroit où vivaient les habitants du hameau. C'est le cas de Saint-Martin-de-Castillon, avec le hameau du Boissé, où une plaque a été édifiée sur une maison. Et la photo qui suit présente le cimetière de Croagne, un hameau de Saint-Saturnin-les-Aptes, qui a aussi élevé un petit monument au cimetière. Alors sur le Vaucluse, à l'époque, il y avait 151 communes, 57 ont souhaité qu'il soit devant la mairie, sur une place publique ou devant l'église, 53 ont souhaité qu'il soit dans le cimetière, et 34 ont souhaité avoir 2 monuments, un dans le cimetière et un sur une place publique. Je vous le disais, c'est le cas de Seignon et de Saint-Saturnin-les-Aptes. Je crois que les photos qui suivent vont les montrer. Donc ça, c'est Seignon, à l'intérieur du cimetière, un monument assez original qui représente un livre ouvert. La photo qui suit représente l'autre monument de Seignon en face la poste, avec cette colonne tronquée. Le monument aux morts à l'intérieur du cimetière de Saint-Saturnin-les-Aptes. Et la photo qui suit montre le monument aux morts sur la place publique de Saint-Saturnin-les-Aptes. Alors l'Église prend parfois les devants parce qu'elle veut aussi honorer ses paroissiens morts pour la France. C'est le cas à Apt, puisque le monument aux morts ne sera inauguré, je crois, qu'après 1926, alors que cette superbe mosaïque de la cathédrale Sainte-Anne a été inaugurée en 1920. C'était à l'époque l'abbé Robert qui s'était beaucoup démené pour que ce travail de patience soit réalisé. Et même si beaucoup de temps a dû être nécessaire à la réalisation de cette mosaïque de petits cubes mis les uns à côté des autres, le monument est quand même inauguré en 1920. Et parfois l'union sacrée se poursuit par-delà les clivages, notamment par exemple à Saint-Martin-de-Castillon, où on fait coïncider l'inauguration du monument aux morts avec la clôture du triduum. Comment vous le diriez? Triduum. Vous savez, c'est une fête religieuse qui durait 3 jours. Donc voici le monument aux morts de Saint-Martin-de-Castillon à l'intérieur du cimetière. Alors bien évidemment, pour créer le monument, il fallait pouvoir le financer. Alors les comités lançaient des souscriptions publiques, on allait sonner aux maisons pour récolter des fonds. On faisait également des quêtes sur la voie publique. Alors on constate que les habitants ont versé différemment selon les communes. Ça peut varier de 1,67 franc à 17,10 francs. Alors cela s'explique souvent par la richesse des habitants, mais aussi on constate que le nombre de tués peut influer sur ce montant. On a un petit peu le sentiment de devoir, donc quand il y a beaucoup de morts, on donne plus. Autre moyen pour le comité de faire entrer de l'argent, c'est les fêtes, les soirées de bienfaisance, les représentations théâtrales ou la vente de gravures, comme cela s'est produit à Apt. Je crois que la photo qui suit montre cette image photographique de la maquette qui était vendue au profit du comité pour l'érection du monument aux morts d'Apt.
qui représente à petite échelle le monument que vous connaissez aujourd'hui. Des subventions peuvent être également accordées, des subventions départementales, des subventions de l'État. Alors la subvention départementale, c'est environ 5% de la facture, et la subvention de l'État, c'est assez variable. Alors je vous explique, le barème était proportionnel au nombre de victimes rapporté au nombre d'habitants de 1911 et en raison inverse de la valeur du centime communal. Je n'ai pas trop cherché à savoir comment ça pouvait se calculer, mais ça devait être assez fastidieux. Cette subvention varie de 3 francs à la Roque-sur-Perne à 13 200 francs pour Apt. Et la subvention ne suit pas la courbe des pourcentages de tués pour les 4 chefs-lieux d'arrondissement, parce que c'est également en fonction du nombre de tués. Apt a touché un petit peu plus que ce qu'elle aurait dû toucher. Certaines communes ne touchent rien, certaines font intervenir des élus nationaux pour essayer de toucher plus. Bon, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et à partir de 1924, on ne donne plus de subventions. L'esthétique et la symbolique que l'on retrouve sur ces monuments aux morts. Alors des entreprises éditent des catalogues. Je crois que l'image qui suit montre voilà, une publicité d'une entreprise qui fabrique des monuments aux morts et des plaques. Alors il existe parfois des projets en série, comme l'image qui va suivre. Voilà, le traditionnel poilu qui surplombe un monument. Ça, c'est le monument aux morts de Roussillon. C'était le travail en commun d'un maçon et d'un artiste qui s'appelait Bulat. Et il y a également des possibilités de passer un marché de gré à gré avec des artistes. Alors, la procédure était un petit peu plus compliquée. C'est le cas de ce petit monument que l'on voit difficilement parce qu'il est un petit peu sali par la mousse et par l'érosion. C'est celui de Cazeneuve. Alors, vous voyez ce couple de personnes âgées qui s'inclinent devant la dépouille de leur fils. Il est l'œuvre d'un jeune étudiant qui s'appelait Liégeois et il était de l'école des beaux-arts de Nîmes. Il avait 19 ans, il a réalisé cette sculpture en pierre de Lens, pierre du Gard. Et il est à noter que ce monument a été fait illégalement puisqu'il existait une commission artistique départementale et que la commission artistique départementale avait donné un avis défavorable à ce monument qui pour moi est le plus beau du canton, même s'il est tout petit, qu'il n'est pas très visible, mais il représente quelque chose d'assez émouvant. Donc cette commission artistique départementale, elle siégeait à Avignon. Il fallait que les communes adressent délibération du conseil, un croquis du monument, le texte de l'épitaphe, un devis estimatif, le plan de financement. Ce dossier était transmis à la préfecture et la commission émettait un avis favorable ou exigeait des modifications. Alors elle n'aimait pas du tout les monuments en série, puisque peut-être savez-vous qu'il y avait la maison Jacomet qui était à Villedieu, qui réalisait les poilus en fonte ou en bronze, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, même si celui qu'on a vu tout à l'heure était en pierre. Elle ne veut pas du béton non plus. Et alors on trouve les avis de la commission aux archives départementales. Alors elle dit que les monuments sont refusés parce qu'ils sont trop lourds, mal proportionnés, le socle est enfantin, trop petit, instable, à un coût disproportionné, trop haut, trop chargé, manque de simplicité, manque d'inesthétique, trop maigre, trop banal. Alors elle adore les obélisques. Mais les sommets doivent se terminer par une pointe de diamant comme elle le souhaite et ne pas porter de sujets divers comme des coqs, des aigles, des choses comme ça. Et il y a simplement 2 communes pour lesquelles l'avis a été flatteur, ça a été Baume de Venise et Murs, donc vous allez voir le monument sur la photo qui suit. Ça c'était pour eux le summum du monument comme ils le souhaitaient eux. Alors parfois des communes passent outre l'avis de la commission. Et alors la commission n'était pas contente et demandait à ce que la subvention ne soit pas versée, mais on se rend compte qu'elle n'a pas été exaucée dans ses vœux. Le dossier complet était transmis ensuite au ministère de l'Intérieur et c'est le président de la République lui-même qui signait le document autorisant l'érection du monument aux morts de chaque commune. Alors bien évidemment, il y avait également un contrôle du texte des inscriptions gravées.
aucun emblème religieux ne pouvait figurer sur un monument, à l'exception de ceux qui étaient à l'intérieur des cimetières, où liberté entière était laissée aux maires. Et bien évidemment, seuls les soldats ayant obtenu la mention mort pour la France pouvaient figurer sur ces monuments, mais on se rend compte à l'étude des différents noms qui sont mentionnés que parfois on voulait quand même rajouter même ceux qui n'avaient pas obtenu cette mention pour la France. Et un soldat qui était revenu dans sa maison et qui était mort des suites de ses blessures ou qui était mort des suites de la maladie qu'il avait contractée sur le front pouvait être mentionné sur le monument aux morts. C'est le cas d'Apt ou des monuments ou des noms de soldats non morts pour la France officiellement sont mentionnés. Alors quels sont les thèmes qui sont représentés sur ces monuments aux morts? Alors je ne vais pas trop parler des monuments locaux parce qu'ils ne sont pas très expressifs. Ils ressemblent à peu près tous à ce type de monument avec cet obélisque plus ou moins trapu. Mais on constate, par exemple à Nice, où est représentée l'histoire de la ville. C'est la réplique du trophée des Alpes, victoire d'Auguste sur les peuples des Alpes, allégorie à l'antique de la guerre et de la paix. C'est aussi à la Turbie, où on glorifie Auguste et on donne la liste de tous les peuples qui ont été conquis. Ensuite, il y a également la thématique de la Gaule et des Gaulois, notamment à Verdun, où est représenté un Gaulois en haut de cet obélisque. Ensuite, il y a Vercingétorix, qui est représenté sur certains monuments, notamment dans la Loire. Ça, c'est le monument de Bohain, dans la Loire, suivi de Saint-Julien d'Aude. Je crois que nous avons également la photo, voilà, avec ce Vercingétorix. Et puis à Barbizon, voilà, Vercingétorix. Également Clovis, qui est parfois représenté. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est à Soissons, dans l'Aisne. Jeanne d'Arc, on la retrouve également, notamment sur cette œuvre qui s'appelle Le Mur, qui est située au lycée de garçons de Saint-Étienne. Le Moyen-Âge peut être représenté sur certains monuments, comme à Saille-sous-Couzan, dans la Loire. Alors, peu de références à la Révolution française, si ce n'est sur le mur du lycée Saint-Étienne qu'on a vu tout à l'heure, où il est fait mention de la bataille de Valmy. Peu de mentions de l'Empire, si ce n'est peut-être sur ce monument aux morts, non, ce monument de la ferme d'Urtebise où on représente la bataille de 1814 et celle de 1914. Peu de représentations de la France vaincue de 1871, excepté à Saint-Quentin dans l'Aisne, qui mentionne deux dates, 1557 et 1871. Ce sont deux défaites qui se sont produites à Saint-Quentin. Donc peut-être ils avaient un petit peu voulu marquer ces deux dates historiques pour leur commune, même si elles n'étaient pas très glorieuses. Des animaux sont représentés, notamment le coq, les colombes de la paix, des chiens auprès du soldat, le lion. Alors il est couché à Verdun, puisqu'il représente l'endroit où les Allemands, jusqu'où les Allemands ont avancé, mais il est couché pour exprimer à quel prix les Allemands ont été arrêtés, énormément de décès dans le camp français. Il peut y avoir des symboles guerriers comme la croix de guerre, les obus, les trophées d'armes. Il peut y avoir des symboles de la victoire avec des palmes, des couronnes de laurier. Alors là, vous voyez une croix de guerre sur un monument aux morts. Il peut y avoir la représentation des régions, comme ce monument à la mémoire des Basques dans le secteur de Craonel. Il peut y avoir également des Arlésiennes dans la région des Bouches-du-Rhône. Il peut y avoir des Bretons. Et puis également, la femme est souvent représentée, parce qu'elle a participé à l'arrière, à l'effort de guerre. Alors on peut représenter la femme en tant que civile qui fuit les régions envahies. On la représente souvent maltraitée, partant avec sa famille loin du pays dévasté. On constate qu'il y a très peu de Mariannes qui sont représentées, si ce n'est peut-être sur ce monument aux morts de Chauny.
Ça, c'est le monument aux morts de Banyuls, qui représente une œuvre d'Aristide Maillol. Alors, Maillol représentait souvent la femme nue, mais là, il l'a couverte. À Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, on représente une femme avec un manteau, et au bas de ce manteau est représentée la végétation renaissante. On représente la femme, ses enfants et la famille. Alors on ne constate pas plus d'un ou de deux enfants représentés. Ce sont des petits orphelins qui n'ont pas connu leur père ou qui ne l'ont connu qu'en uniforme. Leur mère est souvent fière du sacrifice du papa. C'est le cas du monument aux morts 2, EU, en Seine-Maritime, où elle pointe le mot soldat de sa main. L'enfant commence à peine à lire, le poilu se dresse au-dessus d'elle. Le père est un glorieux enfant et elle lui dit « Tu deviendras aussi un glorieux, toi aussi ». Alors ça, c'est pas le monument aux morts 2, c'est le monument aux morts de Carlepont dans l'Oise, suivi du monument aux morts de Quentin, dans les Côtes d'Armor, où les petits garçons écoutent leur mère avec respect. À Saint-Christophe, à Berry, dans l'Aisne, c'est la diapo qui suit. C'est un grand-père qui fait passer la même leçon et il lui dit à son petit-fils, souviens-toi. Il peut y avoir des monuments qui représentent la mère et ses enfants allant vers la tombe du soldat, comme à Corbie, dans la Somme, comme à Gournay-sur-Aronde, dans l'Oise. C'est la photo qui suit, je crois. Et à Vigneulles, dans la Meuse. Le monument aux morts peut représenter la veuve, l'inconsolée, comme à Proyard, c'est la diapo qui suit. Elle peut également représenter les parents, comme à Plauzevé, dans le Finistère. Vous voyez un grand-père âgé qui est représenté, qui veille sur les noms des soldats de la commune. C'est également le cas à Cazeneuve. On a vu tout à l'heure la représentation du monument aux morts avec ce couple de personnes âgées qui sont devant la dépouille de leur fils. On peut également citer la présence de monuments à caractère vengeur. C'est le cas à Péronne. Alors vous voyez cette femme qui a le poing serré et qui a l'air de crier à l'injustice. Alors une analyse a été faite de ce monument et on s'est rendu compte que l'auteur, qui s'appelle Paul Auban, s'est inspiré d'une œuvre qu'il avait déjà réalisée qui s'appelait L'Épave et qui représentait une veuve de pêcheur qui criait à l'injustice de son mari marin qui s'était noyé. Donc c'est bien un monument qui symbolise que la guerre n'est pas acceptable et qu'il faut venger le mari qui est mort. Quelques mots également, à contrario, sur les monuments aux morts pacifistes. Alors, la photo qui suit montre celui d'Équeurdreville, dans la banlieue de Cherbourg, qui représente une mère et ses deux enfants. C'est la solitude brutale de ces trois êtres, avec la mention « Que maudite soit la guerre ». C'est une femme qui a réalisé ce monument, elle s'appelait Émilie Rodez, et c'est absolument le pacifiste militant. À Gentioux, on voit cet écolier qui porte le deuil et qui montre le poing à l'inscription « Maudite soit la guerre ». Ça, c'est dans la Creuse. Et il n'a jamais été inauguré, il a fallu attendre 1985, je crois, pour qu'une délégation officielle d'autorité militaire vienne devant ce monument, parce que les soldats qui étaient à côté, puisqu'il y avait la courtine, avaient ordre, lorsqu'ils passaient devant ce monument, de tourner la tête. Il ne fallait pas qu'ils le regardent. Ensuite, Saint-Martin d'Estréau, dans la Loire. Alors là, c'est le texte qui est impressionnant. Il n'a été inauguré qu'en 1947. Vous voyez que ces monuments pacifistes n'ont pas été acceptés par une grande partie de l'opinion. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble du texte, mais il est assez révélateur de l'opinion pacifiste de l'époque. Je vais vous lire peut-être juste le début. Alors c'est du latin, si vis pacem parabellum, ou si tu veux la paix, prépare la guerre, est une devise dangereuse. Si vis pacem para pacem, ou si tu veux la paix, prépare la paix, doit être la formule à l'avenir.
Et ensuite, il y a un long texte qui se termine par « Maudite soit la guerre » et ses auteurs. Les matériaux utilisés pour les monuments aux morts sont en général en pierre, ils peuvent être en marbre, ils sont parfois en métal. En 1921, 50% des monuments sont inaugurés. En 1925, ce sont 97% des monuments aux morts qui le sont. Alors pour le canton d'Apt, il est peut-être à préciser que Gignac a eu sa plaque commémorative qui n'a été installée qu'en 1986 par une institutrice qui avait remarqué qu'il n'y avait pas de monument à Gignac et elle a voulu faire apposer les noms des 3 soldats de Gignac qui étaient morts pour la France. Alors on va faire une petite étude des monuments aux morts du canton d'Apt. 13 communes, 2 n'ont pas de monuments aux morts, elles ont eu la chance que tous leurs enfants soient revenus vivants, c'est le cas d'Auribeau et de Sivergue. Alors ce sont souvent des obélisques, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission artistique adorait les obélisques. C'est le cas de Castelet, donc vous voyez le monument au cimetière. Donc là il y a une croix puisque le monument est au cimetière, les mairies pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Au niveau des symboles religieux, Gargas, à l'intérieur du cimetière, Rustrel, sur la place publique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait changé d'endroit, il a été transféré de l'autre côté de la route. Villars, encore ces styles d'obélisques plus ou moins trapus, Saint-Martin-Castillon, Saint-Saturnin-les-Aptes. Il peut y avoir des plaques comme à Gignac, à la gare d'Apt. Alors la gare d'Apt, c'est un petit peu particulier, il n'y a pas la photo. La plaque était sur l'école communale, mais l'école communale est tombée en ruine, la plaque également. Et aujourd'hui, les noms sont gravés sur, je crois, une ancienne croix de mission. Il peut y avoir, ça c'est donc la plaque de Gignac, la photo qui suit c'est la plaque du Boissé, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a également la colonne tronquée de Seignon, il y a également le livre ouvert de Seignon, il y a le poilu en pied à Viens, et à Cazeneuve, ce monument que je trouve le plus joli, même s'il est tout petit et s'il est un petit peu pas très visible, mais c'est une œuvre vraiment originale et une œuvre d'un artiste. Alors dans la symbolique, on a les palmes de la victoire, comme à Rustrel, à Saint-Martin-Castillon, à Villars, à Saint-Saturnin-les-Aptes. On a des obus à Rustrel, à Seignon, à Saint-Martin-Castillon, à Viens, à Saint-Saturnin-les-Aptes. On a le poilu casqué de profil, comme à Seignon et à Saint-Saturnin-les-Aptes. C'est la photo qui suit. Puis on a la croix de guerre à Saint-Saturnin-les-Aptes, mais je ne crois pas que la photo le représente. Le cas du monument aux morts d'Apt, le cas particulier. Alors vous savez qu'en 1916, la municipalité avait voulu honorer les soldats morts pour la France et elle avait lancé un appel aux familles pour que des photos soient apportées pour faire des cadres qui seraient exposés dans les salles de la mairie. Alors on a encore aux archives municipales les portraits qui avaient été donnés par les familles, il nous en reste 17 et ce projet est resté à l'état embryonnaire. Il faut attendre 1919 pour que le maire Paul Bourdin, qui avait été mobilisé pendant la guerre, lance le projet de création d'un monument aux morts. Donc il demande à Charles Carbonel, qui est l'architecte de la ville, qui lui aussi avait été mobilisé et qui est revenu en 1919 à Apt, de réaliser les plans avec Othon Koubine. Vous avez peut-être vu certaines de ses œuvres. Donc il était d'origine tchèque. C'est assez peu courant qu'un monument aux morts ait été dessiné par un étranger. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été trop mentionné. On ne voit son nom que très rarement sur les documents. La décision est entérinée par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 1922. On demande que le monument soit simple, digne, pur dans ses lignes et harmonieux dans sa conception. Alors on fait déplacer la colonne de la Révolution, qui existe toujours, square de la Révolution. Elle était à l'emplacement d'où est le monument aux morts aujourd'hui. On utilise des pierres d'Opède et pour faire les fondations, on récupère les gravats de la place aux Truffes, qui venaient d'être réaménagés. Au centre, les 3 plaques en bronze sur lesquelles figurent les noms des 227 aptésiens morts pour la France. On
on pense qu'il a dû être inauguré aux environs de 1926. Alors on a une photo qui est dans le cadre de l'exposition présentée où on voit ces scouts et une foule immense devant le monument aux morts. On pense que c'est le jour de l'inauguration, mais moi personnellement je n'ai pas encore réussi à trouver la date exacte. Vous dire également quelques mots sur la plaque commémorative de la cathédrale Sainte-Anne. Il fallait une autorisation pour qu'une plaque ou un monument soit posé au sein d'un édifice religieux. Alors le maire d'Apt écrit à l'archiprêtre pour l'en informer, et cette plaque a donc été réalisée, inaugurée en 1920 avec des petits cubes de couleur, et il figure l'ensemble des soldats morts pour la France. Alors une particularité, c'est qu'il y a également un protestant qui est marqué, et puis un israélite. Donc à l'époque, on n'avait pas été sectaire et on les avait tous marqués, sans distinction de leur religion. Donc ça a été un grand travail de patience qui a été réalisé pour arriver à cette œuvre qui représente le Christ, sous lequel figurent les noms et un drapeau tricolore, et bien évidemment la croix. D'autres plaques commémoratives ont été installées dans beaucoup de lieux, dans les gares, dans les banques, dans les postes, dans les écoles normales. Et puis on a, dans le cadre de l'exposition que vous avez dû visiter, cette plaque de la Société Générale qui était installée dans cette banque et qui a été sans doute enlevée à un certain moment et qui fait partie aujourd'hui des collections du musée de l'aventure industrielle. Malheureusement, les monuments aux morts sont toujours d'actualité puisqu'on y ajoute parfois le nom de soldats qui meurent à nouveau toujours pour la France dans les opérations extérieures. C'est un lieu fédérateur où on se retrouve périodiquement pour honorer la mémoire de tous celles et tous ceux qui sont morts pour la France. Et ajouter également que je vous ai parlé de ce travail de deuil, de cette gestion de la mort. Aujourd'hui encore, beaucoup d'historiens, beaucoup de sociologues pensent que le travail de deuil n'est pas encore fini dans certaines familles qui ont vécu des décès lors de la Première Guerre mondiale. Et ça pourrait être une étude plus importante à faire au niveau sociologique, peut-être à l'avenir. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long et que ça a pu vous intéresser.